Bonjour à toutes et tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle capsule de spécialité en terminale consacrée au thème 3 et plus particulièrement l'axe 1 du thème 3, Histoire et mémoire des conflits. Les historiens Jay Winter et Antoine Pro affirment dans leur ouvrage Penser la Grande Guerre que la guerre de 1914 n'appartient à personne, pas même aux historiens. Au cœur d'enjeux politiques et donc mémoriels nationaux et internationaux, les guerres sont le domaine où s'entremêlent le plus l'histoire et les mémoires. Elles se complètent, s'opposent, s'enrichissent et se contredisent. Encore plus dans ce domaine que dans d'autres, l'historien, qui doit établir les faits et les contextualiser, doit travailler sur ses sources traditionnelles, mais aussi sur les témoignages des acteurs des conflits. Face à ces enjeux mémoriels majeurs, l'histoire s'est souvent retrouvée prisonnière des lectures politiques des guerres et de leur mémoire. Comment les recherches historiques permettent-elles donc de renouveler et de compléter les mémoires des conflits ? Le programme invite à réfléchir à l'histoire et la mémoire de deux conflits en particulier qui permettent de bien comprendre les enjeux politiques et les liens entre l'histoire et les mémoires, les causes de la Première Guerre mondiale et la guerre d'Algérie. Grand 1, les causes de la Première Guerre mondiale. A. Une histoire soumise aux enjeux politiques. La Première Guerre mondiale est déclenchée après l'assassinat de l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, François Ferdinand, par un nationaliste serbe le 28 juin 1914. Mais au-delà de cette cause immédiate, il existe des causes plus profondes, parmi lesquelles la montée des nationalismes en Europe et les tensions entre l'Allemagne et la France, qui rêvent de prendre sa revanche après 1871 et de retrouver ses provinces perdues. Les alliances militaires sont mises en place. Elles vont par l'engrenage de ce système étendre le conflit à toute l'Europe. En effet, la Triple Entente comprend la France, le Royaume-Uni et la Russie, alors que la Triple Alliance s'organise autour de l'Empire ottoman, de l'Empire d'Autriche-Hongrie et de l'Empire allemand. La guerre s'explique aussi par la poussée des mouvements nationalistes, en particulier dans les États multinationaux comme l'Autriche-Hongrie et surtout l'Empire ottoman, qui s'efface progressivement dans la région des Balkans et provoque des conflits dès 1912. Dès le début du conflit, la question des responsabilités est posée, mais ce sont les traités de paix qui mettent fin à la Première Guerre mondiale qui vont les acter. Le traité de Versailles pour l'Allemagne, du Trianon pour l'Empire d'Autriche-Hongrie et de Sèvres pour l'Empire ottoman consacrent la justice des vainqueurs. Ils affirment en particulier la responsabilité de l'Allemagne dans le déclenchement du conflit. En effet, en 1919, l'article 231 du traité de Versailles stipule que l'Allemagne et ses alliés sont responsables pour les avoir causés de toutes les pertes et de tous les dommages subis pendant la guerre. Responsable, l'Allemagne doit donc payer les réparations. Déchirée par des mouvements révolutionnaires, la jeune République allemande de Weimar est contrainte d'accepter de signer ce traité et de reconnaître ainsi sa responsabilité. Nombreux sont les partis nationalistes allemands qui dénoncent alors ce diktat. En France, la Première Guerre mondiale, qui a permis le retour de l'Alsace et la Lorraine et la victoire sur l'Allemagne, devient rapidement un objet historique. Elle est notamment étudiée par Pierre Renouvin, un historien mais aussi un ancien combattant. Il insiste sur les causes multiples du conflit, mais désigne en 1925 l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie comme les responsables du conflit. Plus tard, en 1933, l'historien Jules Isaac insiste de son côté sur la responsabilité partagée entre les grandes puissances. Pacifiste et sensible aux théories marxistes, il analyse la marche à la guerre de l'été 14 comme le choc inévitable des nationalismes européens. Pour cette première génération, à la fois acteurs, témoins et historiens de la Grande Guerre, les questions historiques centrales sont centrées autour des États, des armées et de la responsabilité de la guerre. Ce sont autant d'enjeux politiques qui poussent à des interprétations politiques et la preuve que l'histoire peine à se détacher du contexte politique et de la construction d'une mémoire nationale. En Allemagne, le rejet massif du traité de Versailles et l'arrivée au pouvoir des nazis empêchent un vrai travail historique. Partout en Europe, c'est le temps du deuil. Le poids de la mémoire et des commémorations autour de la Première Guerre mondiale limite les critiques et les approches historiques. B. Le rapprochement franco-allemand, moteur de la recherche. Le contexte allemand change au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Anéanti, occupé, mais aussi meurtri par le nazisme, l'Allemagne et les Allemands doivent se reconstruire au-delà d'un sentiment de culpabilité. En RDA, un nouveau régime communiste propose un patriotisme idéologique et construit sa mémoire pour surmonter son passé nazi par la construction d'un nouvel ordre social qui dénonce les dangers de l'impérialisme dans le contexte de la guerre froide. En RFA, les historiens allemands se concentrent essentiellement sur la compréhension de la barbarie nazie. En 1961, Fritz Fischer, professeur de l'université de Hambourg, publie « Les buts de guerre de l'Allemagne impériale, 1914-1918 ». Selon lui, l'Allemagne impériale est la principale responsable de la guerre, durant laquelle elle a cherché à affaiblir la France,
à mettre à distance la Russie et à dominer économiquement l'Europe centrale. Ce travail fait l'effet d'une bombe en Allemagne et s'impose progressivement dans le débat public. Il est au départ très critiqué car il démontre le caractère impérialiste et belliciste du Reich et la continuité historique de la Prusse et du Troisième Reich. Membre du parti nazi pendant 3 ans, il est accusé de vouloir se dédouaner et doit publier ses sources. Sa thèse fait scandale. Elle est condamnée par le chancelier qui lui interdit de se rendre aux États-Unis pour une série de conférences. L'histoire semble elle aussi prisonnière des enjeux politiques et mémoriels nationaux. Les thèses de Fischer sont toutefois progressivement admises et intégrées auprès des historiens allemands qui s'inscrivent dans une logique de réconciliation franco-allemande. Cet épisode révèle la place que peut occuper un historien dans la société pour faire émerger des idées et des débats nouveaux, quitte à remettre en cause un ensemble de mémoires subjectives. D'un point de vue politique, les années 60 sont marquées par le rapprochement entre la France et l'Allemagne, symbolisé par le traité de l'Élysée signé en 1963 par le chancelier allemand Konrad Adenauer et le président français Charles de Gaulle. Il favorise une coopération accrue dans les domaines des relations internationales, de la défense et de l'éducation. Le point culminant de ce rapprochement est la cérémonie franco-allemande qui se déroule à Verdun en 1984, durant laquelle Helmut Kohl et François Mitterrand se prennent la main. Ce moment apparaît comme une réconciliation des deux ennemis d'hier. Si les travaux historiques continuent de s'interroger sur les causes profondes de la guerre, la question politique des responsabilités est désormais écartée au profit de nouveaux axes de recherche, la violence des sociétés, la vie des civils, le poids des empires coloniaux. Grand C, des recherches historiques relancées par le centenaire. Lancée en France à partir de 2012, la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale s'appuie sur un réseau international d'historiens qui cherchent à mettre en évidence l'histoire et les mémoires de la Première Guerre mondiale et à développer l'ensemble des dimensions de la guerre. Une grande collecte est mise en place en France pour récupérer les archives privées et des commémorations se multiplient pendant 4 ans. Concernant les recherches historiques, les limites de la Première Guerre mondiale sont repoussées. Les guerres dans les Balkans, qui débutent en 1912, sont intégrées au conflit, de même que les conflits qui s'étendent jusqu'en 1923 en Turquie et qui sont vus comme le prolongement de cette Première Guerre mondiale. Par ailleurs, l'étude de la Première Guerre mondiale ne se limite plus à la ligne de front ni à l'Europe. Elle met en évidence une mondialisation des combattants. Les débats historiographiques sur les causes sont relancés à cette occasion. En 2012, l'historien Christopher Clark sort son livre « Les somnambules », dans lequel il défend l'idée de la responsabilité particulière du jeune État serbe et, par extension, des alliés russes et français dans le déclenchement du conflit. Pour lui, la guerre a été le résultat d'une culture politique commune, celle d'un impérialisme nationaliste qui remontait au XIXe siècle. Ces nouveaux travaux trouvent un écho important en Allemagne et plus généralement dans le monde. En 2014, Gerd Krümeich, historien allemand, dans Le feu aux poudres qui a déclenché la guerre en 1914, réaffirme de son côté la responsabilité centrale de l'Allemagne, qui a joué le tout pour le tout et s'est servi de l'attentat de Sarajevo pour devancer une éventuelle agression de la Russie et de son allié français. Le débat est donc relancé, et avec lui les polémiques qui, une nouvelle fois, montrent les enjeux politiques et mémoriels de l'histoire. Grand 2, Mémoire et histoire d'un conflit, la guerre d'Algérie. A. Une guerre sans nom. L'Algérie est une colonie française depuis 1830, sa seule colonie de peuplement, organisée autour de 3 départements au nord et d'un territoire sous administration militaire dans le Sahara. Après la Seconde Guerre mondiale, le mouvement nationaliste algérien s'organise et appelle à l'indépendance autour du MNA et du FLN. De 1954 à 1962, l'armée française combat le FLN. Le pouvoir politique français est en crise et l'armée obtient les pleins pouvoirs. Elle pratique en Algérie une guerre intensive, illustrée notamment par la pratique de la torture, et la lutte contre le FN dans la Casbah d'Alger pour isoler la population de ce parti. La guerre a aussi eu de fortes répercussions en métropole en raison de la violence de la répression du mouvement indépendantiste. Manifestation du 17 octobre 1961, métro Charonne du 8 février 1962 et des attentats de l'OAS créés en 1961 pour défendre une Algérie française. En mars 1962, les accords d'Évian mettent fin à la guerre d'Algérie qui obtient son indépendance le 5 juillet. Cependant, la paix laisse de très nombreuses blessures ouvertes. Près d'1 million d'Européens d'Algérie, les pieds noirs, quittent massivement l'Algérie en quelques semaines. 40 000 harkis, sur les 300 000 enrôlés comme soldats supplétifs de l'armée française, sont finalement rapatriés, mais placés dans des camps de transit et de reclassement. De très nombreux harkis abandonnés dans un premier temps ont été massacrés par le nouveau régime, avant de pouvoir embarquer pour la France.
Pour les populations rapatriées, un long travail de reconnaissance commence. En 1965 est créée la première association de défense des pieds noirs. Ces associations cultivent le plus souvent la nostalgie de cette Algérie française, la nostalgérie, comme le montre le cinéma des années 70 et 80, avec Le coup du Sirocco par exemple d'Alexandre Arcadi. La ville de Nice inaugure en 1973 le mémorial des rapatriés, célébrant l'Algérie française, alors que l'OAS avait cherché à éliminer De Gaulle, considéré comme le responsable de l'abandon de l'Algérie. De leur côté, les harkis, qui sont toujours dans des camps militaires avec leurs familles, sont oubliés. En 1975, les enfants de harkis se révoltent contre leurs conditions de vie et les camps ferment dès 1976, sans toutefois que la place des harkis dans la société ne soit assurée et garantie. B. Une histoire prisonnière des enjeux politiques. L'indépendance de l'Algérie aboutit à la mise en place d'une dictature sous la direction d'un parti unique issu du FLN. C'est dans ce contexte que se construit le récit national de l'indépendance, faisant du FLN l'unique combattant. L'opposant Messali Hadj, qui a joué un rôle majeur dans l'établissement du nationalisme algérien, meurt en 1974 sans avoir pu rentrer en Algérie. Il paie les luttes fratricides entre son parti, le MNA, et le FLN pour la direction des affaires militaires pendant le conflit. Les Kabyles, qui ont aussi largement participé au conflit, sont marginalisés. Le pouvoir s'appuie sur la victoire et l'indépendance qui sont glorifiées. En 1982, le mémorial du martyr à Alger, haut de 92 mètres, est inauguré pour célébrer les 30 ans de l'indépendance. En France, l'État français cherche lui aussi à refouler ce passé et dès 1962 occulte les débats autour de la pratique de la torture. La loi d'amnistie de 1962 amnistie justement tous les crimes commis pendant le conflit qui n'a pourtant toujours pas été reconnu comme une guerre. La question de la pratique de la torture est cependant rapidement mise en avant en France. L'historien Pierre Vidal-Naquet publie en 1972 un ouvrage intitulé « La torture dans la République ». La même année, René Vauthier réalise le film « Avoir 20 ans dans les Aurès », dans lequel il raconte la guerre d'Algérie du point de vue de soldats réfractaires et il dénonce la pratique de la torture. Pour la première fois en 1983, les événements d'Algérie sont abordés dans les programmes scolaires d'histoire. Mais les archives de la guerre d'Algérie demeurent largement inaccessibles, freinant les recherches historiques. En 1992, l'ouverture des archives liées à la guerre d'Algérie constitue donc un tournant. C. Vers une histoire et des mémoires apaisées. Le débat historique et mémoriel est intense dans les années 90 autour de la parole des anciens combattants et de l'exaltation de l'Algérie française par certains pieds noirs. Les paroles se libèrent. C'est le début de l'anamnèse, pour reprendre la terminologie d'Henri Rousseau à propos de la Seconde Guerre mondiale. En 1991, les fils de harkis se révoltent une nouvelle fois contre leurs conditions de vie et l'absence de reconnaissance de l'État français. En 1999, une loi officialise l'appellation « guerre » d'Algérie à la place de l'expression « événement » en Algérie, ce qui permet aux anciens appelés d'obtenir le statut d'anciens combattants. La question de la torture ressurgit dans l'actualité avec la publication des mémoires du général Ossarès en 2001. Ancien chef du renseignement pendant la bataille d'Alger, il justifie l'usage de la torture, ce qui lui vaut une condamnation de la justice et la perte de la Légion d'honneur. En 2002, le président Jacques Chirac, lui-même soldat appelé en Algérie, inaugure le premier mémorial national aux soldats français aux harkis morts en Afrique du Nord de 1952 à 1962, c'est-à-dire lors de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. Un an plus tard, en 2003, dans un discours prononcé à Alger devant le Parlement d'Algérie, il s'engage à libérer les mémoires des deux côtés de la Méditerranée. Le président François Hollande reconnaîtra en 2012 la responsabilité de l'État dans la répression du 17 octobre 1961. Emmanuel Macron ira plus loin dans cette reconnaissance. En 2019, il admet le rôle de l'État dans la disparition et la mort du militant communiste et indépendantiste Maurice Audin, et dernièrement dénonce les crimes inexcusables pour la République lors de la commémoration du 17 octobre 2021 en disant « La France regarde toute son histoire avec lucidité et reconnaît les responsabilités clairement établies dans la tragédie du 17 octobre 1961. » Si la loi de 1999 constitue la première loi mémorielle sur la guerre d'Algérie, elle ouvre la voie à de nombreuses autres lois dont certaines sont controversées. En 2003, la journée du 25 septembre devient une journée d'hommage aux harkis et aux autres formations supplétives. 2005, une loi est votée à l'Assemblée nationale sur le rôle positif de la présence française en Afrique du Nord. Cette loi suscite une indignation dans de nombreuses associations et chez les historiens. Elle est finalement abrogée. En 2012, le président François Hollande reconnaît l'usage de la torture devant le Parlement algérien et en 2016, il reconnaît officiellement les responsabilités des gouvernements français dans l'abandon des harkis.
Emmanuel Macron poursuit le long travail de reconnaissance des mémoires. En 2018, il reconnaît le caractère systématique de la torture pendant la guerre d'Algérie et en 2021, il demande officiellement pardon aux harkis. Les conflits mémoriels ne sont pas tous éteints. En 2012, la décision de fixer au 19 mars la Journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie divise. Les anciens combattants défendent cette date, mais les associations de harkis et de pieds noirs s'y opposent, rappelant que les accords d'Évian n'ont pas mis fin aux violences. À ce jour, c'est le 5 décembre, une date neutre, qui a été choisie pour commémorer les morts de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie. Cette décision montre à la fois l'importance du rôle des porteurs de mémoire et des enjeux mémoriels. Dans le cadre de la préparation du 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, le président Macron confie à l'historien Benjamin Stora une mission sur le rapprochement des mémoires franco-algériennes. Ce rapport, rendu en 2021, propose d'apaiser les mémoires rivales autour de la guerre d'Algérie qui empoisonnent les relations franco-algériennes et le débat public en France. Il recommande notamment la mise en place d'une commission Mémoire et Vérité avec des historiens français et algériens. Benjamin Stora propose de continuer les commémorations, mais affirme que la repentance est un piège politique. C'est le chemin que semble suivre le président Macron. Le 17 octobre 1961, une manifestation pacifiste de travailleurs algériens est réprimée dans le sang par la police sous la direction du préfet Maurice Papon. Elle avait fait au moins 120 morts. Le 17 octobre 2021, Emmanuel Macron dénonce les crimes inexcusables et la responsabilité de l'État, mais sans présenter d'excuses. Ces deux exemples, comme celui du mythe de la Grande Guerre patriotique relancé par Vladimir Poutine en Russie, ou celui du mythe résistentialiste conceptualisé par Henri Rousseau dans ses ouvrages Le syndrome de Vichy et Vichy, un passé qui ne passe pas, démontrent que l'histoire est au cœur de multiples enjeux tant politiques que mémoriels. Écrire l'histoire d'un conflit, d'une guerre, est un processus long et complexe qui se heurte aux enjeux politiques et mémoriels de son époque. Ainsi, la question des causes de la Première Guerre mondiale a longtemps été parasitée par les enjeux politiques en France comme en Allemagne, et même si les nombreuses recherches effectuées dans le cadre du centenaire de la guerre ont été très fructueuses, les débats historiques demeurent. C'est encore plus vrai pour la guerre d'Algérie. Ce conflit, longtemps nié par l'État français, est aujourd'hui au cœur des questions historiques et politiques. Les deux présidents Macron et Tebboune ont rappelé ces derniers mois que la question de la guerre d'Algérie restait particulièrement sensible entre les deux pays, tandis que l'apaisement des mémoires semble s'éloigner, alors que les relations entre les deux pays se détériorent. Ce long chapitre est maintenant terminé. Je vous remercie de votre écoute et vous retrouve prochainement autour de nouvelles questions, histoire, mémoire et justice. Created using Powtoon.